Avant de commencer cette soirée, je voudrais remercier Michel Fabre et l'éveillé et tous les bénévoles, Pascal Fabre et Imagine Banyuls pour l'idée et l'organisation de cette soirée, les adhérents et les bénévoles du CNB qui ont fait vivre ce club depuis 10 ans déjà, son premier président Alain Ferré qui a eu la responsabilité de le porter sur les fonds baptismaux. Il y a 10 ans, l'idée est venue à quelques-uns de compléter l'offre du YCB, spécialisé plutôt dans la voile légère, par un club tourné davantage vers la voile habitable. Les travaux de rénovation du port ont intéressé beaucoup de propriétaires de bateaux, qui sont devenus nos premiers adhérents, pour créer une force de proposition. Par exemple, les chariots que vous pouvez utiliser pour vos départs en week-end, les places de stationnement en zone bleue, etc., un peu de défense au moment des problèmes avec l'eau, etc. Puis nous avons souhaité rassembler tous les amoureux de la mer, voileux ou propriétaires de bateaux à moteur, et même sans bateau, avec possibilité pour ces derniers de trouver des embarquements. Régate du Parmarin, qu'on a appelé en honneur des vignerons Rimage Racine, finale de la Ligue de voile latine en partenariat avec le YCB, sortie en mer en bateau à moteur à la découverte du Cap Creus, concert sur l'eau, conférence avec Antoine Cormic, concurrent du Vendée Globe, régate du Trophée Rostin, dîner de quai ont célébré ces 10 années d'existence. Cette soirée sera le point d'orgue de cet anniversaire. In mare viatua, telle est la devise de Banyuls. Mais les Banyulins sont peu nombreux à s'en inspirer, malgré la belle histoire des pêcheurs vignerons. J'aimerais que le CNB provoque quelques vocations. N'hésitez pas à venir nous rencontrer les samedis matins à partir de Pâques à notre local au bout de l'espace Méditerranée. On peut aimer la mer sans naviguer. On peut voyager sans bouger au fond de son jardin, un verre de Banyuls à la main. Il m'est arrivé souvent, accoudé à mon balcon comme au bastingage du bateau, de rêver et d'essayer de comprendre le lien fort qui unit la mer et les rivages banyulins. Je cherchais les mots pour exprimer cette complicité sensuelle entre la mer lascive et les moindres recoins des criques cachées, où elle s'introduit sans pudeur. Je m'en suis confié à mon ami Titi Coste, que certains ont connu. Donne-moi un crayon et un papier. 5 minutes plus tard, il revient avec mon papier. Tu as pris la liberté de vivre avec le vent et tu épouses la mer le long de tes rivages. Ton amante la mer a choisi de t'aimer sur un duvet d'écume et de parfums sauvages. Merci Titi. Que cette soirée donne à chacun l'envie d'aimer la mer, à bord ou du haut de son balcon. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de votre présence et je vous donne rendez-vous à la fin, à l'entrée avec un petit pot de l'amitié où vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci Laurent. D'abord dire combien nous sommes contents de participer à cet anniversaire du CNB en collaboration donc avec Imagine Banyuls. 3 associations, pour nous c'est très important comme ça de fédérer les associations, de faire du maillage, donc c'est une soirée que nous apprécions beaucoup. Quand Laurent, tu nous as proposé de participer à la célébration donc, de ce 10e anniversaire du Cercle Nautique, le thème de la mer s'est tout de suite imposé. La mer a toujours fasciné, ou parfois effrayé, les hommes, et de nombreux auteurs l'ont célébré. Les poètes d'abord. Aussi, vous ne serez pas étonnés que nous vous proposions ce soir quelques poèmes choisis célèbres ou moins célèbres. Les écrivains ensuite. Dans toute cette production littéraire, nous avons pris un parti. Le parti de sélectionner des auteurs qui, au-delà d'avoir une belle écriture, se sont réellement confrontés à la mer, ses plaisirs, ses dangers. C'est pourquoi nous allons faire ce soir une bonne place à des extraits de 2 œuvres importantes écrites par 2 héros de la navigation en solitaire. Premier texte, La longue route, de Bernard Moitessier, et deuxième texte
de Thomas Coville en collaboration avec Jacques Gamblin. Je parle à un homme qui ne tient pas en place. Le premier, donc Moitessier, a participé à la première course autour du monde en solitaire. C'était en 68 et 69. Il a préféré continuer sa navigation, faire 1 fois et demie le tour du monde, plutôt que passer la ligne d'arrivée alors qu'il était en tête de la course. Par amour de la mer, dit-il, et aussi pour que le succès ne lui fasse pas perdre son âme. Le deuxième, donc Coville, a tenté plusieurs fois le record de vitesse du Tour du Monde en solitaire, qu'il a fini par battre en 2016. Les extraits que nous avons choisis n'ont pas de lien entre eux. Ils ne constituent pas un journal de bord, mais simplement une mosaïque d'événements, de sensations et de réflexions de ces hommes face à l'étendue infinie de la mer et aux défis qu'ils sont en train de relever. Ne cherchez donc pas de fil conducteur, laissez-vous embarquer par les mots comme vous le feriez par des images d'un kaléidoscope. Bonne soirée.
Ciel et mer sont les objets inséparables du plus vaste regard, les plus simples, les plus libres en apparence, les plus changeants dans l'entière étendue de leur immense unité, et toutefois les plus semblables à eux-mêmes, les plus visiblement astreints à reprendre les mêmes états de calme et de tourment, de trouble et de limpidité. Oisifs au bord de la mer, si l'on tente de déchiffrer ce qui naît en nous devant elle, quand le sel sur les lèvres et l'oreille flattée ou heurtée de la rumeur ou des éclats des eaux, on veut répondre à cette présence toute puissante. On se trouve des pensées ébauchées, des lambeaux de poèmes, des fantômes d'action, des espoirs, des menaces, toute une confusion de velléités excitées et d'images agitées par cette grandeur qui s'offre, qui se défend, qui appelle par sa surface et effraie par ses profondeurs l'entreprise. C'est pourquoi il n'est point de chose insensible qui était plus abondamment et plus naturellement personnifiée que la mer. On l'a dit bonne, mauvaise, perfide, capricieuse, triste, folle ou furieuse, ou clémente. On lui donne les contradictions, les sursauts, les sommeils d'un être vivant. Il est presque impossible à l'esprit de ne pas animer naïvement ce grand corps liquide sur lequel les actions concurrentes de la Terre, de la Lune, du Soleil et de l'air composent leurs effets. L'idée du caractère fantasque et violemment volontaire que les anciens prêtaient à leur divinité s'impose assez à qui voisine avec la mer. Une tempête s'improvise en 2 heures. Un banc de brume se condense ou se dissipe par magie. Raconte-moi la mer. Dis-moi le goût des algues, et le bleu et le vert qui dansent sur les vagues. La mer, c'est l'impossible, c'est le rivage heureux, c'est le matin paisible quand on ouvre les yeux, c'est la porte du large, ouverte à 2 battants, c'est la tête en voyage vers d'autres continents. C'est voler comme Icare au-devant du soleil, en fermant sa mémoire à ce monde cruel. La mer, c'est le désir de ce pays d'amour qu'il faudra découvrir avant la fin du jour. Raconte-moi la mer. Dis-moi ces aubes pâles, et le bleu et le vert où tombent des étoiles. La mer, c'est l'innocence du paradis perdu, le jardin de l'enfance où rien ne chante plus. C'est l'écume et le sable, toujours recommencés, et la vie est semblable au rythme des marées. C'est l'infinie détresse, des choses qui s'en vont. C'est tout ce qui nous laisse à la morte saison. La mer, c'est le regret de ce pays d'amour, que l'on cherche toujours et qu'on n'atteint jamais. Raconte-moi la mer. Dis-moi le goût des algues, et le bleu et le vert qui dansent sur les vagues. Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. L'ampleur du ciel, l'architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de la mer, le scintillement des phares sont un prisme merveilleusement propre à amuser les yeux sans jamais les lasser. Les formes élancées des navires, aux gréements compliqués, auxquels la houle imprime des oscillations harmonieuses, servent à entretenir dans l'âme le goût du rythme et de la beauté. Et puis surtout, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique
pour celui qui n'a plus ni curiosité, ni ambition à contempler, couché dans le belvédère ou à accoder sur le môle, tous ces mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de vouloir, le désir de voyager et de s'enrichir. Appelez-moi Ismaël. Il y a quelques années, peu importe combien, le porte-monnaie vide, ou presque, rien ne me retenant à terre, je songeais à naviguer un peu et à voir l'étendue liquide du globe. J'ai une méthode à moi pour secouer la mélancolie et rajeunir le sang. Quand je sens s'abaisser le coin de mes lèvres, quand s'installe en mon âme le crachin d'un humide novembre, quand je me surprends à faire halte devant l'échoppe du fabricant de cercueil et à emboîter le pas à tout enterrement que je croise, et plus particulièrement lorsque mon hypocondrie me tient si fortement que je dois faire appel à tout mon sens moral pour me retenir de me ruer dans la rue afin d'arracher à tout chacun son chapeau. Alors j'estime qu'il est grand temps de prendre la mer. Cela me tient à lieu de balles et de pistolets. Caton se lance contre son épée avec un panache philosophique. Moi, je m'embarque tranquillement. Il n'y a là rien de surprenant. S'ils en étaient conscients, presque tous les hommes ont, une fois ou l'autre, nourri à leur manière envers l'océan des sentiments pareils aux miens. Le soleil se lève, le soleil culmine, puis le soleil se couche et un jour, tout se l'autre en beauté. Il y a seulement un mois que nous sommes partis, c'est comme si j'étais en mer depuis toujours avec mon bateau. Cette impression que rien ne changera,
que la mer restera la même dans son bleu lumineux. Le vent ne tombera plus, Josua n'arrêtera jamais de creuser son sillon dans l'océan, pour la joie d'en faire naître des gerbes d'écume, pour le plaisir très simple de courir la mer sous le soleil et les étoiles. Tout va très vite. Tous mes sens sont en éveil. Je commence à être dans l'état où je ressens plus que je ne comprends. Ça veut dire que je suis parti, que je fais corps avec mon bateau, que je m'en sers comme d'un gigantesque capteur multifonction pour me connecter avec l'environnement qui ne cesse de changer. Le vent, l'état de la mer, la température, l'humidité, les sons sourds, parasites décident de tout. Et je palpe les moindres variations. J'associe tout à tout. Et alors, je laisse entrer mes souvenirs, certaines personnes, des réflexions, des idées, des sentiments, des musiques, des couleurs, des images, des formes, dans cet univers entre l'ultra-présent et le presque inconscient. Je suis malgré tout très présent et dans l'action, concentré et pleinement dans l'instant, mais pas de façon habituelle. C'est comme si cet environnement déclenchait en moi une partie inexplorée de mon être qui alors se réveillait pour être là. Je ne sais pas si c'est un état méditatif ou d'ultra-perception. J'ai du mal à vivre ça à terre. Mais parfois je recapte cet état. Il est plus bref et plus précis, moins comme un état, mais plus comme une opportunité. Parfois j'ai besoin de le rechercher et je ne le trouve pas. Et puis parfois il vient naturellement. Lorsqu'on est nombreux à bord, comme à l'aller, j'ai du mal à l'obtenir. Mais ça n'est pas si gênant. Je peux le partager, mais j'avoue que c'est assez rare. Je ne le recherche pas forcément à tout prix. Ce n'est pas quelque chose de performant ni de précis. Je ne peux pas dire que j'en joue, mais certainement que j'en jouis. Ça déboule le long du Portugal. Des grains violents, instables, chargés à plus de 45 nœuds. Hier, session musculation avec enchaînement d'empannage toutes les 2 heures. J'étais dans le trip parfait. Cet après-midi, grosse frayeur, j'ai percuté un requin qui m'a bloqué le système de barre. Et là, faut tout improviser. C'est pas dans les manuels. Plus de peur que de mal. Après les îles de Madère, les Canaries cette nuit, avec, malgré mon décalage ouest, un peu de dévent et de vent contraire, ça déboule. Et pourtant, faut vivre. Faut manger, boire, dormir, chier, pisser. Alors, je me suis mis dans ma petite vie de moine. J'ai réussi à bien dormir tout à l'heure, mais je me réveille avec le corps encore tendu. Faut un peu plus de 3 jours pour se détendre complètement dans la manette, à 30 nœuds en mode vent, et offrir sa vie à la petite girouette qui se balade à 35 mètres en tête de mât. Ce soir, le vent revient doucement. Un nuage de sable est passé au-dessus de nous avec ses couleurs ocre du Sahara. J'y suis partie marcher quelques minutes. Les dunes, comme cette houle sans fin, me fascinent tout autant. Regarder loin et se sentir faire partie du tout, en n'étant rien du tout, une goutte d'eau dans un océan ou un grain de sable dans un désert. Mais que c'est bon de sentir que l'on en fait partie. Ça rend humble et fort à la fois. Il faut pour cela tenter de rester sensible en étant moins fragile. Apprendre de la vie en se cabossant, sans pour autant se fermer ou s'aigrir du temps qui parfois se passe mal. Le vent relie les vagues aux dunes, et les dunes ce soir sont venues rendre visite aux vagues.
J'étais comblée d'être le témoin de ce spectacle. Et j'avais presque envie de réveiller Jean-Luc pour le partager avec quelqu'un. Et puis, je n'ai pas osé. Le sommeil, c'est sacré. C'est la période la plus intime, voire la seule qu'il y a à bord. Alors on respecte et on n'y touche pas. Je lui ai raconté. Et alors il est parti lui aussi en m'expliquant les courants d'altitude et leur interaction climatologique. Lui aussi est parti alors un peu dans son monde. Et sa perception de ce nuage était différente de la mienne. J'ai adoré qu'il y voie un autre voyage. Le monde se remet à bouger comme un cheval à bascule, signe que le vent rentre et qu'il est temps pour moi de retourner dehors. J'ouvre la fenêtre. Devant moi, la mer. Un vol de mouettes. Sous elle, la mer. Des gens se rassemblent. Derrière eux, la mer. Je sors de ma chambre. Près de moi, la mer. Un bateau navigue. À sa proue, la mer. Je rejoins la digue. La mer est au bout. Je descends la dune, la mer est partout, mais comme la dune, il est cependant ici des passants qui ne la voient plus. Le sillage s'étire, blanc et dense de vie le jour, lumineux la nuit comme une longue chevelure de rêves et d'étoiles. L'eau court sur la carène
et gronde ou chante ou bruisse selon le vent, selon le ciel, selon que le couchant était rouge ou gris. Il est rouge depuis plusieurs jours, et le vent chantonne dans le gréement, fait battre une drisse parfois contre le mât, passe comme une caresse sur les voiles et poursuit sa course vers l'ouest, vers Madère, tandis que Josua descend vers le sud, à 7 nœuds dans l'Alizé. Vent, mer, bateau et voile, un tout compact et diffus, sans commencement ni fin. Partie et tout de l'univers, mon univers à moi, bien à moi. Je regarde le soleil se coucher, je respire le souffle du large, je sens mon être s'épanouir et ma joie vole si haut que rien ne peut l'atteindre. Quant aux autres questions, qui me troublaient parfois, elles ne pèsent pas un gramme face à l'immensité d'un sillage trop près du ciel et plein du vent de la mer que ne peuvent perturber les petits mobiles habituels. Je n'ai pas de coin de cheminée, mais il fait chaud. Et je suis le cul sur un coin de tabouret à faire des bonds préserrés dans 18 nœuds de vent. Ce n'est pas le plus confort que je puisse rêver. Le ciel, ce soir, va être somptueux. Je le sais, cet endroit est magique la nuit. La lune monte et elle va nous rejoindre une nouvelle fois. Cet astre est celui des amants ou des gens éloignés les uns des autres. Il est le miroir aux sentiments. Il sert de satellite aux pensées les plus folles ou les plus pures. Rien n'est filtré. Un message envoyé par le ricochet de la lune est l'élixir absolu de la vérité. La personne le reçoit et en jouit instantanément. Tu n'as qu'à sourire en regardant la lune et tu entends le message. Tu fermes les yeux, tu respires profondément et au moment où tu expires, son message à son tour s'échappe et la lune capte dans son halo de lumière et le restitue. C'est la magie de la lune. Un autre jour, je te raconterai celle de l'étoile du Sud que je vais chercher de ce côté-ci de l'hémisphère, celle qui pleure de ne jamais avoir pu rencontrer l'étoile polaire. Bien dormi, le vent est revenu comme l'avaient promis les étoiles. Le point du 28 octobre annonce 188 000 parcourus dans les 24 heures. Nous marchons à la vitesse limite. C'est un spectacle formidable. Dans cette mer grosse qui brille sous le soleil. Je reste près d'une heure assis sur le balcon du bout dehors, sans pouvoir m'arracher à cette vision de Josua défonçant la mer avec son étrave. Quand je songe que j'ai failli ne plus avoir de bout dehors, 188 000. Et il n'aurait jamais atteint ce chiffre, même aidé par le courant. Le bout dehors de Josua, c'est son membre viril. J'ai mis le riz à cuire à 2 h de l'après-midi, car malgré ma faim, je ne pouvais pas m'arracher cette contemplation proche de l'hypnose de mon bateau fonçant dans l'écume et le soleil. Le trait s'est encore allongé sur le globe du Damien. Bonne Espérance est dans le sillage. Reste Leuvrine et le Horn. Non, reste Leuvrine seulement. Une chose à la fois. Comme du temps où je construisais Josua. Si j'avais voulu construire tout le bateau, l'énormité de la tâche m'aurait écrasé. Il fallait tout mettre dans la coque seulement, sans penser.
La mer est belle, et claire, et pleine de voyages. À quoi bon s'attarder près des phares du soir et regarder le jeu tournant de leur miroir réverbérer au loin des lumières trop sages? La mer est belle et claire et pleine de voyages, et les flammes des horizons, comme des dents, mordent le désir fou dans chaque cœur ardent. L'inconnu est seul roi des volontés sauvages. Partez, partez, sans regarder qui vous regarde, sans nuls adieux tristes et doux. Partez avec le seul amour en vous de l'étendue éclatante et hagarde. Oh, voir ce que personne, avec ses yeux humains, avant vos yeux à vous, dardés et volontaires, n'a vu. Voir et surprendre, et dompter un mystère, et le résoudre, et tout à coup s'en revenir du bout des mers de la terre vers l'avenir, avec les dépouilles de ce mystère triomphal entre les mains. La lumière de fin de journée à cette latitude magique des tropiques descend et je regarde vers l'ouest. Chaque jour est évidemment différent et me demande un effort différent, parfois très physique, parfois très mental, parfois extrêmement technique et souvent la combinaison des trois. Je joue avec ça maintenant et je cherche le dosage avant rupture. Je me sens d'une sensibilité et d'une capacité d'écoute de mes sens que seule une navigation aussi longue et aussi engagée nécessite. Tout est en veille. Je sens le degré, je sens le dixième, je ressens la sinusoïdale de la vague à venir, je ressens le nuage qui fait monter la pression dans mon gréement. J'ai la perception de l'instant d'après. J'ai comme dompté ce bruit ambiant et l'accorde à ma mesure. Parfois, souvent, je le subis, mais jamais il ne m'échappe. Ou est-ce lui qui ne me laisse pas m'en échapper? L'ultra-connexion, cette concentration du naturel. Je vis dans l'angoisse de l'erreur, de l'imprévu, de la chute ou de l'impact, mais dans la jouissance extrême du moment qui se diffuse dans mon corps et dans ma tête. J'analyse vite et je tranche aussitôt. Je sais que c'est ça maintenant. Je connais, reconnais ou découvre, mais je suis dans chaque instant connecté à cette machine infernale qui me relie à cette énergie sans limite que je traverse autour de cette planète d'eau et de vent. Chacun des problèmes techniques que j'ai à surmonter est une trahison à cet équilibre. La lumière vient envelopper cet univers et donne le ton. Le timbre, la mesure d'un univers sensoriel qui dépasse ce que même l'art m'apporte habituellement et que je recherche dans la liaison avec l'autre, qu'il m'est parfois difficile de retrouver après un tel voyage. J'étais redescendu, sucer la boîte de lait condensé et me rouler une cigarette. Puis, j'avais regagné mon perchoir et observé de nouveau la mer à travers la coupole fermée. Nous traversions une nouvelle zone nerveuse. Une lame exceptionnelle s'est élevée sur l'arrière, semblable à une petite dune. Elle n'était pas très escarpée, mais peut-être 2 fois plus haute que les autres, si ce n'est davantage. Elle ne déferlait pas encore, et j'avais l'impression qu'elle ne déferlerait pas, qu'elle n'aurait pas besoin de déferler. J'ai sauté sur le plancher et me suis cramponné des 2 bras à la table à cartes en y plaquant tout mon buste, jambes arc-boutées. J'ai nettement senti la brusque accélération lorsque Josua s'est fait lancer en avant. Puis le bateau a un peu gité. Il y a eu comme un coup de frein et Josua s'est couché brutalement. L'eau giclait avec force par le joint capot, mais je ne suis pas sûr que la lame responsable ait déferlé. Josua s'est redressé en 4 ou 5 secondes. C'était plus long que pendant la première déferlante. On aurait dit qu'une force énorme le maintenait plaqué sur la mer.
Là encore, pas d'avarie. Mât et barres de flèche ont tenu. Les voiles ne se sont pas défoncées. Heureusement qu'il y avait beaucoup de mou dans les retenues et que le nylon est élastique. Si les choses qui nous paraissent inertes pouvaient s'exprimer autrement qu'en serrant les dents, j'aurais entendu de sacrées gueulantes là-haut sur le pont. Même la petite choubourette miraculeuse a tenu, et Josua semble n'avoir pas l'eau fait, car il court de nouveau vent arrière comme si tout était déjà oublié. Je suis quand même stupéfait d'apercevoir le réflecteur radar à sa place, en tête de mât, sur son pivot. Lui aussi, il a déjà oublié. C'est musique, oui. Le reaching, travers au vent, c'est un peu comme du heavy metal. Ça s'écoute fort. Faut pas chercher à comprendre le sens des paroles, juste se laisser prendre par la puissance. Ça prend les tripes par moments, le souffle court. Mais qu'est-ce que c'est bon! On vient de se faire un peu plus de 600 000 en 24 heures pour relier les Açores à l'Espagne. Comme un trip de motard sur une route de campagne déserte, tu lâches les gaz sans réfléchir, ça va tout droit, et tu baisses la tête pour ne pas trop voir devant, tellement ce n'est pas raisonnable. Mais qu'est-ce que c'est bon de ne pas être raisonnable parfois? On en a encore sous le capot, et il y a vraiment moyen de tirer un trait long et fort pour un record des 24 heures, un de ces jours. Il faudra trouver une bande de 730 000 avec du vent régulier et de la mer plate. Ça sent un peu la sueur et la testostérone. Ce n'est pas d'une subtilité débordante, mais c'est bon d'aller vite, sans limite, avec cet espace infini devant soi qui s'ouvre, comme vierge. Pareil à une piste tout chousse le matin quand tu as les jambes en feu. Se sentir plus vivant, parce que tu ressens le vent et le froid encore plus fort. Tu ne maîtrises pas tout. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un en travers après la prochaine bosse. Mais qu'est-ce que c'est bon! Ce n'est pas très technique. Il faut juste tenir et ne pas faire d'écart. Ce n'est pas la même chose que la glisse pure dans la poudreuse, qui pourrait être comme naviguer sous Ginecker dans les vagues, où il faut plus de finesse et de physique. Mais ça déroule la tête et le cœur. La suite du golfe de Gascogne ne va pas être aussi drôle et on n'est pas rentré, tellement les conditions météorologiques devant nous sont foireuses.
Mais ce n'est pas très grave. On vient de se faire un bon morceau de hardcore, voire un festival complet. On a mal aux oreilles et aux jambes en l'occurrence. Ce ne sont plus les bras et les yeux, mais on a la banane d'avoir poussé un peu pendant que le vent était là. On en a bien profité. Demain est un autre jour. 1er septembre, croisé un navire tôt ce matin, je l'attaque au miroir et il répond d'un coup de lampe Scott. Il a donc compris et me signalera au lieutenant. Françoise saura que tout va bien. Je suis content, j'ai gagné ma journée de bonne heure, redescendu tout heureux pour terminer ma moque de café. Je jette un coup d'œil par le panneau. Et qu'est-ce que je vois? Le bateau qui revient. Et il avait fait un grand tour. Je pouvais voir le sillage laissé sur l'eau calme et m'arrivait dessus par derrière. Ouh là là! Je n'emmène pas large. Il me longe à une quinzaine de mètres, comme une muraille qui s'élève beaucoup plus haut que mes 3 mâts. Le navire est énorme. Il mesure bien plus de 100 mètres. Quand la passerelle arrive à ma hauteur, un officier crie dans son porte-voix: « Nous vous signalerons au yacht. Avez-vous besoin de quelque chose ?» Je fais donc la main car j'ai la gorge bloquée. Ce monstre n'en finit pas de passer. J'ai tiré la barre à bloc pour m'écarter le plus possible, craignant qu'il ne dévie un peu et me fauche les 2 mâts. Comme d'avoir réussi à renvoyer un riz ce matin dans la mer déchaînée entre 2 grains et 40 nœuds, ou encore ma réparation sur le système de barrière. Bon, je me suis dit que plus personne ne me dirait que je suis un bon à rien. Ma singularité m'a amené ici, et c'est pas un hasard. Je ne me sens pas bien ici, mais je me sens à ma place aujourd'hui.
la mer pénétra dans la chambre, avec ses vagues, ses bateaux, une haute mer, couleur d'ambre, luisante de 1000 couteaux. Elle a rampé sur les tapis, a léché les pieds de la table et glissé comme une souris au fond de toutes les armoires. Montant soudain le long des chaises, elle a fait flotter sur la nappe, les couvrant d'écume les tasses, le pain, les groseilles, les fraises, a déferlé contre les murs, a submergé la cheminée, s'est crue chez elle et, déchaînée, s'est mise à tout battre à coups durs. C'est alors que Volbens entra. « Tiens, la mer, dit-il simplement. » Il prit un grand cadre de bois, et comme on mate un chien courant, de quelques bons coups de pinceau, il la coucha, la caressa, et lui décuplant son éclat, la fit tenir dans un tableau. Depuis 24 heures, le bateau dessine sur la carte une trace pure et rapide. Passage d'un hémisphère à l'autre, du nord au sud et du gauche au droit. Tout est bousculé dans mes repères. J'adore cette sensation. Mon cerveau, comme un globe, revenir en été, quitter l'hiver, jouer avec les saisons comme avec une perception géographique plus qu'une réalité climatologique. Comme si le temps courbe donnait sa couleur au ciel, aux feuilles des arbres, et que l'on se déplaçait avec cette force. Nous avons quitté le Brésil hier et nous ne sommes plus qu'à 1000 milles du continent africain. Le passage de l'équateur s'est fait non loin d'une île perdue au milieu de l'Atlantique, une île que je n'avais jamais remarquée auparavant. Les îles Pénédos, archipel minuscule au milieu de nulle part. Nous avons traversé en 24 heures des nuages énormes, pluie et vent fort, pour finir sur une mer lisse et un ciel étoilé comme sous les tropiques. Une journée blanche, un peu comme une journée sans début et sans fin. Une journée où il ne s'est rien passé de marquant, ni rien vraiment qui accroche l'attention. Une journée toute droite, pas un virement, pas de réduction ni de changement de voile. Et pourtant, quelques réglages pour entendre le craquement de l'écoute sur le winch et tourner les manivelles sans conviction réelle. J'appelle ça les journées papier de verre. Les journées sans vraiment d'intérêt, qui usent et vous polissent, vous poncent, tel un bois flotté échoué sur la berge. On ne sait pas bien d'où il vient, ni son parcours, mais à la couleur du bois et à ses marques, on imagine les milliers d'heures à se faire brasser, tourner, balloter par l'eau et sa force infinie. Là, je me sens parfois comme un bois flotté. Mon corps et ma tête sont forgés par cette force lancinante du temps qui passe et qui vous sculpte à sa manière. Cette sensation d'accepter d'être sur l'eau comme si j'étais dedans. Être modelé par le temps et le mouvement de l'eau. Je ne peux ressentir ça à terre. Parce que très vite, cette sensation va se traduire par de l'ennui ou par la décision de bouger et de changer un paramètre ou tout simplement de reprendre le contrôle et le cours des choses. Ici, je suis prisonnier d'être libre, d'accepter de ne pas tout maîtriser. Lorsque le vent s'en va, la mer se lisse,
Le bateau ralentit, et c'est toute la vie à bord qui ralentit. Les mouvements jusqu'à présent brusques et saccadés ont laissé une onde douce et lente. Et comme par mimétisme, nous avons nous aussi ralenti nos mouvements. Nos pensées sont plus douces et paisibles. Les repas sont plus longs, les vêtements différents. Les livres sont même sortis pour les périodes de repos. Nos discussions sont plus longues, parfois plus intimes. Comme si cet intermède ne devait nous laisser du temps pour nous, le temps de vivre au ralenti. Et pourtant, il reste cette obsession de la performance, ce mélange de l'impatience du compétiteur et de l'agressivité, de la vitesse, mais aussi la jouissance de profiter d'un temps calme et serein, presque enfantin et ressourçant. J'en profite pour faire le tour du propriétaire. J'aime rentrer dans les entrailles du bateau, aller jusqu'au bout de la coque et des bras pour inspecter et voir. Ne plus seulement faire confiance et imaginer. Le tunnel qu'offre la coque centrale, avec chacune de ses cloisons, est un monde à lui tout seul. Moitié souterrain, moitié grenier. Le ballast arrière est assez grand pour que j'y rentre tout entier, et les flotteurs sont interminables, avec une partie spéléo au niveau des puits de Fouaise. Rien à signaler. Vivre au fil de l'eau et du vent, caler son émotion et son désir à celui de l'élément, et savoir prendre ce qu'il nous laisse, sans compter, en sachant juste que cela fait partie du sillage et de la route complète. La mer était pleine de vie dans cette zone, nerveuse par moments,
puis de nouveau régulière. D'après la pilote chart, nous étions en plein courant équatorial portant à l'ouest, alors que ces alternances de mer hachée et de mer lisse semblaient indiquer des veines de courant dirigées vers l'est. Cela expliquait peut-être une telle intensité de la vie marine ici. À l'aube, Josua passe près d'un groupe d'une dizaine de poissons ballons, des tétrodons je crois, gonflés et couchés le ventre en l'air. C'est la première fois que je voyais des tétrodons gonflés le ventre à l'air, d'une manière naturelle, sans que j'ai eu besoin de leur gratter le ventre après les avoir pris à la ligne. Sur le coup, j'ai dit, bah, qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Et j'ai cru qu'ils étaient morts, tous ensemble, pour une raison mystérieuse, peut-être à cause d'une veine de courant. S'ils étaient vraiment morts d'un plancton vénéneux, bah, ils n'auraient pas flotté tous ensemble dans un carré de 3 mètres en ayant attrapé la colique à la même seconde. J'ai vu un aileron et puis un bouillonnement. L'une des boules blanches avait disparu dans ce remous avalé par le requin. Les autres boules blanches ne s'affolaient pas. Elles attendaient bien sagement la voie du destin, souhaitant peut-être quand même que le prochain tour soit pour le voisin et que le requin en crève. Josué a marché à près de 7 nœuds, de sorte que je n'ai pas vu la suite. J'étais plongé trop loin dans mes réflexions pour penser à grimper vite au mât d'Artimon. Bon, une chose était certaine, ce groupe de tétrodons s'était gonflé d'air pour tromper le requin, mais le requin n'était pas dupe. J'aurais aimé savoir comment il s'était porté ce requin, parce que le tétrodon est empoisonné. Oui, à l'île Maurice, j'ai assisté à l'agonie d'une portée de chatons qui avait mangé un tétrodon abandonné sur la plage par un pêcheur. La chair de ce poisson est pourtant excellente, très fine. Yves et Elisabeth Jonville ont fait une grosse consommation pendant leur escale aux Galapagos à bord d'Ophélie. Mais ils prenaient bien soin de ne pas consommer la tête, ni surtout le foie et la peau qui sont extrêmement dangereux. Toujours aux Galapagos, les deux rois m'ont raconté l'histoire d'un yachtsman qui ne croyait pas à cette légende. Il a avalé le foie cru d'un tétrodon devant André de Roy qui essayait par la force de l'en empêcher. Sa langue est devenue énorme, il étouffait et a failli en mourir. Ouais, moi je pense qu'il n'est rien arrivé de fâcheux à mon requin. J'essayais peut-être d'éprouver le besoin d'aller faire un brin de sieste. Je m'étais souvenu en effet d'une dorade en pleine forme, harponnée 10 ou 12 ans plus tôt du pont de la Marie-Thérèse, où se trouve alors aujourd'hui Josua, ou tout du moins sous la même latitude. Son estomac contenait une dizaine de petits tétrodons. J'avais été surpris que ces poissons lents et apparemment sans défense aient pu se trouver là, à la merci de n'importe quel ennemi, à 1000 milles de la côte. Je me demande pourquoi de telles inégalités existent partout dans la nature. Où dorades et requins, par exemple, peuvent manger les tétrodons, et qui, eux, ne peuvent rigoureusement rien faire pour s'en tirer. Bon, et les baleines n'ont pas besoin d'y voir, hein, pour avaler une demi-tonne de vie à chaque bouchée. À quoi ça sert tout ça? Bon, pourtant, ça sert sûrement à quelque chose. Je me demande pourquoi j'avais pensé à ces choses trop simples et trop compliquées. Ça m'avait fait oublier de vite grimper au mât d'Artimon pour voir combien de boules blanches restaient dans le sillage. L'air est tiède cette nuit, le vent doux, la mer peu houleuse. Du cockpit, je peux entendre avec netteté le bruissement de l'eau lorsqu'une grande bande démarre au planning, poursuivie par Josua ou par des dorades. Cela ressemble au frémissement des feuilles de cocotier sur le bord d'un lagon par nuit calme, quand survient un souffle d'air. J'étais descendu me coucher, et j'écoutais l'eau courir sur la carène, dans un demi-sommeil, quand un violent flap-flap retentit sur le pont. Je bondis en criant « Poisson volant !» et réussis à l'attraper du premier coup, car il est encore tout lumineux de phosphorescence de l'eau.
Mais je le lâche vite et il est tellement énorme que c'est un petit barracuda ou autre animal dangereux pour les doigts. En un éclair, j'ai revu la mésaventure d'un navigateur rencontré à Alicante. Il traînait une ligne et avait pris 2 maquereaux en fin d'après-midi. La nuit vient, il jette un coup d'œil derrière, la ligne est tendue. Il la ramène en disant « chic » et attrape le maquereau pour le saigner en lui brisant la nuque. C'était une grosse vive. Il naviguait en solitaire, sans moteur. Il a atteint un port espagnol le lendemain, mais presque dans le coma. Mon poisson à moi est bel et bien un poisson volant du type jamais vu de pareil. J'ai senti ses ailes me frôler le poignet au moment où mon réflexe me faisait le lâcher. Un second réflexe referme vite mes mains, trop tard. Il bondit sur le pont, c'est comme si je voulais attraper une savonnette dans le noir. Il s'échappe, en me caressant une dernière fois de ses ailes immenses. J'en suis malade. Je salive en m'insultant. Le poisson volant est ce que je préfère à tout. Ça ressemble à la sardine, mais en beaucoup plus fin, beaucoup plus parfumé. Bien que n'ayant pas vu clairement celui-là, il était gigantesque, peut-être plus de 60 cm de long. Je ne suis pas certain que mes 2 mains refermées sur lui auraient fait le tour de son corps. Quand je pense qu'une dorade finira peut-être par l'avoir alors que je le tenais à moins d'1 mètre de ma poêle à frire. Bien sûr, j'en récolte d'autres sur le pont, mais ce sont des petits. C'est ce gros-là que je voulais, moi. Ce matin, je me suis étirée de tout mon long, lentement, à gauche, puis à droite, puis en rond, faisant jouer l'une après l'autre chacune de mes articulations.
bâillant à fond jusqu'à ce que les yeux se mouillent, remplissant mes poumons et tout mon corps avec un air nouveau. Et je sentais pénétrer en moi quelque chose qui ressemblait à la fois à une grande torpeur et à une grande force. C'est ainsi que la vie commence. Et je n'avais pas besoin de quitter ma couchette pour percevoir par tout mon être qu'aujourd'hui serait très différent d'hier. Toute la nuit dernière, l'eau bruissait le long de la coque. Je l'entendais même en dormant, me semblait-il. Et quand j'ouvrais un œil et m'étirais avant de diriger le faisceau de la lampe torche sur le compas fixé au pied de la couchette, je savais qu'il dirait sud-sud-ouest. Je me rendormais chaque fois en quelques secondes, avec un immense espoir au cœur. J'entendais parfois tapoter contre le mât la seconde drisse de Trinquette. J'avais oublié de remettre le sando qui la maintient écartée vers les haubans. D'ordinaire, ce bruit est déplaisant. Il trouble la conversation à mi-voix de la mer et du bateau. Mais cette nuit-là, ce léger tapotement participait au cœur des sons nécessaires à la vie du marin pour lui dire, lui aussi, que le vent était revenu, que les nuages auraient demain la forme et la couleur de l'Alizé, petits flocons ourlés de rose, dans un ciel qui bleuirait à mesure que monterait le soleil. Je m'étire encore, cale bien le traversin sous le vent, et me rendors aussitôt. Les joies du marin sont aussi simples que celles des enfants. Ciel limpide, couleur de soleil, couleur de sang, couleur de vie. Sur une mer qui étincelle de puissance et de lumière et vous donne toute sa force, toute sa vérité. Alors on sait pourquoi on continue, pourquoi on ira jusqu'au bout et on voudrait aller encore plus loin. Bruit de l'eau, bruit de l'eau, bruit de l'eau. Autrefois, l'alchimiste pétissait la matière pendant longtemps, longtemps, très longtemps. Les gens croyaient qu'il voulait fabriquer la pierre magique, celle qui change les choses en or. Ce que cherchait l'alchimiste en vérité, ce n'était pas la pierre magique, celle qui change les choses en or. C'était seulement la transformation de l'alchimiste lui-même, par le temps, la patience et par le temps encore. Et parfois, l'alchimiste allait trop loin. Mais sous les hautes latitudes, si l'homme est écrasé par le sentiment de sa petitesse, il est porté aussi, protégé par celui de sa grandeur. C'est là, dans l'immense désert de l'océan austral, que je sens pleinement à quel point l'homme est à la fois un atome et un dieu. Et quand je monte sur le pont à l'aube, il m'arrive de hurler ma joie de vivre en regardant le ciel blanchir sur les longues traînées d'écume de cette mer colossale de force et de beauté, qui cherche parfois à tuer. Je vis de tout mon être, ce qui s'appelle vivre. Et peut-être faut-il aller plus loin encore en regardant la mer. On peut la regarder pendant des heures et des jours, et des semaines et des mois, et des années peut-être. Et on peut voyager très vite et très loin avec elle et dans elle. Il suffit pour cela de poser le regard sur une vague. Une vague pas trop petite ou pas trop grosse, juste la taille qu'il faut. Alors elle nous amène à sa plage. Et on revient sur le bateau quand on en a envie. Il faut choisir. En disant à la vague d'aller sur du sable blanc ou sur du sable noir, ou bien sur du corail de la couleur qu'on veut, ou sur des rochers lisses avec des algues vertes, comme on veut, tout ce qu'on veut. On peut rester sur le dessus ou le dedans de la vague, et même complètement à l'intérieur d'elle, et faire avec elle alors 10 fois le tour du monde, rien qu'à regarder les nuages et le soleil et la lune et les étoiles par-dessus les nuages, avec la vague et dans la vague, sans rien faire d'autre
que regarder et sentir. Mais on peut aussi prendre un rayon de lune à l'instant où il ricoche dans la mer et se faire déposer par lui sur la terre et courir la campagne et respirer les arbres et les choses de la terre et revenir à bord pour regarder la mer, juste la regarder et penser avec elle, en respirant encore, l'odeur de la terre et des choses du ciel. Tout cela est facile. Il suffit de regarder la mer, de bien choisir la vague, juste de la taille qu'il faut, et de prendre le temps de voir dans la mer. Pascal Gauze, François de Gauthier. Liliane, Bernard, Philippe et Bernard. Et Michel. Merci beaucoup. Alors, on a l'habitude de terminer en chanson nos soirées. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de chanter ensemble. Faux s'il faut, on s'en fout, c'est pas un problème. La mère de Charles Trenet, ça s'impose. D'accord, on va vous distribuer le texte. Jeannot, qui est à la régie lumière et que l'on applaudit en le remerciant pour son boulot, va allumer la lumière pour que vous puissiez lire le texte pour ceux qui ont envie de le chanter. Alors, les textes que vous avez entendus, je ne sais pas si vous les connaissiez, le premier texte était de Paul Valéry. C'est un tout petit livret qu'il a appelé « Regard sur la mer ». C'est magnifique, on n'a pris que les 2 premières pages. Le texte « Raconte-moi la mer », c'est une chanson de Jean Ferrat. Le port, c'était un poème de Baudelaire. Vous avez sans doute reconnu l'introduction de Moby Dick, n'est-ce pas? Après, les 2 grands textes, c'était celui de Bernard Moitessier, La longue route, et Jacques Gamblin et Thomas Coville, Je parle à un homme qui ne tient pas en place. Vous avez entendu des poèmes de Maurice Carême, il y en avait 2. Il y avait La mer est partout et Dans la chambre. Et puis vous avez entendu ce magnifique poème aussi de Émile Verhaeren, La mer est belle et claire et pleine de voyages, tout un programme. Voilà, vous êtes prêts à chanter? Alors, faites un petit
Expliquez-vous parce qu'on va se présenter à l'Eurovision. Là, on y va. On va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, des reflets changeants sous la pluie. Au ciel d'été, au fond, ces blancs moutons, avec les anges sur la mer, bergère d'azur infinie. Les a bercés le long des golfes clairs, et une chanson d'amour a bercé mon cœur pour la vie. Bravo! Allez, c'est acté, on se présente à l'Eurovision. C'est acté, hein?